Bien, il est l'heure, donc je remercie la bonne et nombreuse assistance qui est là. Donc j'ai le grand plaisir de vous présenter mon ami Jean-Michel Chaumont, qui est à la fois philosophe et sociologue. Il y a différentes choses aussi. Enfin bon, alors, disons qu'il enseigne à l'université de Louvain-la-Neuve. Et alors, il a fait quelque chose qui, évidemment, inspire toute jalousie à tout universitaire qui se respecte. Il a créé un concept, c'est-à-dire qu'il a créé quelque chose qu'ensuite les autres ont repris, souvent en ne citant même plus son nom. Et donc, il avait publié un livre en 1997 qui s'appelait « La concurrence des victimes ». Et maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est un terme qui est entré dans le langage courant, en tout cas au moins des sciences sociales. Alors, la concurrence des victimes, je dirais, ça porte un peu sur le problème de la mise en sens. Il y a quelque chose de terrible, effrayant, c'est le phénomène concentrationnaire. Au sortir de la guerre, il faut essayer de donner sens à ce qui s'est passé, mais à travers évidemment les catégories de l'époque. Vous savez, généralement, au lendemain d'une grande guerre, on prône surtout l'héroïsme. Si vous regardez les films sur la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui est fait dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale sont des films remplis de héros. Il faut attendre plus tard de voir les ambiguïtés historiques. Et c'est la même chose pour les témoignages des acteurs. Et donc ceux qui apparaissent comme des victimes sont un peu en position déshonorée par rapport à ceux que l'on place sur le piédestal des héros. C'est une des très nombreuses raisons qui fait qu'il apparaît probablement à tort que le judéocide semble être négligé dans la seconde partie des années 1940. Et puis, progressivement, on a un renversement progressif, et donc la concurrence des victimes, l'évoquait déjà il y a disons, pratiquement 25 ans, qui était que progressivement, la victime supplante le héros, et ensuite, on entre dans la concurrence des victimes parce que d'autres groupes humains qui ont connu des destructions de masse vont, en quelque sorte, revendiquer le même statut que ceux qui ont été victimes de la chose. Alors, ce n'est qu'un l'un des thèmes de la concurrence des victimes, il y a d'autres thèmes, en particulier sur qu'est-ce que c'est qu'être victime dans le système concentrationnaire. Et les pages que tu as écrites là sont assez dures à lire. Je le relis. Je les ai relus pour cette journée. J'ai trouvé que tes pages étaient très dures à lire sur le plan psychologique. Mais j'accapare trop la parole, je te la cède maintenant. Merci Henri. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est recommandable, lorsqu'on s'apprête à voyager en terre étrangère, comme c'est mon cas maintenant, de s'informer des us et coutumes des populations locales. Comment les saluer poliment? Quelles sont les principales conventions qui régissent leurs échanges? J'ignore s'il existe un guide du bon usage pour les conférenciers du Collège de France, mais je suppose qu'une fraction significative d'entre eux commence par remercier le professeur invitant et l'assemblée des autres professeurs de l'honneur qui lui est prodigué. Ceux d'entre vous qui auront l'envie ou le courage de revenir comprendront la semaine prochaine pourquoi, lorsque j'exprime à mon tour mes remerciements au professeur Henri Lorentz et à l'assemblée de ses collègues pour l'honneur qu'ils me font, il ne s'agit pas d'un sentiment de convention,
mais du choix très conscient d'un mot, le mot honneur, dont la plupart de nos contemporains galvaudent le sens. Publié il y a 25 ans, La concurrence des victimes ne prenait pas non plus le mot honneur suffisamment au sérieux. C'est le principal reproche que je ferai maintenant à mon travail d'alors, et je m'en expliquerai la semaine prochaine. J'expliquerai aussi le choix de cette photo prise en juillet 1943 d'un père et de sa gamine pour illustrer le propos de mes conférences, celle qui se trouve sur l'affiche. Je ne l'ai pas vu l'affiche ici, donc je ne sais pas si vous l'avez vue. Mais aujourd'hui, après en avoir brièvement rappelé les principales hypothèses, je voudrais m'attacher davantage à ce qui tient encore la route, ce qui me semble tenir encore la route dans la concurrence des victimes. En particulier, je voudrais commenter deux des principales évolutions qui se sont produites dans son sillage depuis lors. D'une part, l'aboutissement de la réhabilitation des victimes de la Shoah, qui a culminé, à mon sens, dans la sanctification des membres des Sonderkommando. Mais nous verrons que c'est un aboutissement paradoxal, car il participe aussi à l'évincement des victimes au profit d'un nouveau personnage clé de notre imaginaire collectif, le survivant. Le détrônement des victimes par les survivants et la réhabilitation des Sonderkommando contribuent ensemble à une évolution plus globale que je signalerai seulement comme toile de fond, l'avènement d'un cynisme moral désabusé, dont l'écho croissant rencontré par l'œuvre de Michel Houellebecq depuis l'extension du domaine de la lutte en 1994 est un indicateur parmi d'autres. Comme cette évolution globale me semble toujours en cours, j'aurais pu prendre comme repère chronologique la date d'aujourd'hui, veille de la parution du prochain livre de Houellebecq. Mais je prendrai plutôt, pour des raisons que vous comprenez tout de suite, la sortie en 2015 du Fils de Saul, le film primé à Cannes du réalisateur Laszlo Nemes. Pour la seconde évolution, le repère chronologique pertinent serait plutôt septembre 2001, mais pas le 11 septembre, non, quelques jours avant, et pas à New York, non, à Durban, la conférence internationale organisée par les Nations Unies contre le racisme et la xénophobie. C'est là que l'on a vu les descendants des peuples réduits en esclavage et colonisés faire leur entrée en fanfare dans la ronde de la concurrence des victimes. Bref, extension du domaine des victimes sanctifiées et extension du domaine de la concurrence entre elles, tels sont les deux points à l'ordre du jour. Mais revenons d'abord à ce qui fut pour moi le point de départ dans le milieu des années 80, le débat sur la singularité de la Shoah, qu'il serait plus exact de nommer le pseudo-débat sur l'unique unicité de l'Holocauste. Actif à la Fondation Auschwitz de Bruxelles, j'avais pu observer de très près les différentes associations de victimes du nazisme s'entre-déchirer et la zizanie que produisait immanquablement l'affirmation de l'incommensurabilité de la Shoah. Si la Shoah était incomparable, ses victimes l'étaient aussi, et aucune autre ne pouvait se comparer à elle. Vous entendez immédiatement, n'est-ce pas, que dans cette formulation « personne ne peut se comparer à nous », il ne s'agit pas d'une proposition d'ordre scientifique, mais bien d'une présomption dont l'effet est de distinguer ce nous, les victimes de l'Holocauste, des autres victimes, automatiquement ravalées alors au rang de victimes moins distinguées. Autrement dit, sous l'apparence d'un débat scientifique concernant la connaissance d'un événement historique, sourdait un conflit social concernant la reconnaissance de groupes de personnes. Les véritables enjeux n'étaient pas explicites, ils étaient latents, mais ce sont bien ces enjeux latents qui rendaient intelligible l'affirmation d'une singularité unique de l'Holocauste et la dynamique des oppositions conflictuelles qui s'en suivaient. Les victimes de la Shoah, Henri l'a rappelé, n'avaient pas toujours été les victimes les plus distinguées du régime national-socialiste. Au contraire, pendant une longue période, elles avaient été amalgamées aux autres victimes. Elles avaient été non seulement confondues,
mais aussi rendu invisible. Lorsque je me suis rendu pour la première fois à Auschwitz, le mot juif n'apparaissait ni dans l'exposition générale, ni dans l'exposition du pavillon belge dont mon association était en charge, ni sur le monument de Birkenau. Tandis que les victimes juives n'apparaissaient pas dans leur identité spécifique, on distinguait dans et de la masse anonyme quelques résistants antifascistes, communistes de préférence à l'est du rideau de fer. Pourquoi les uns étaient-ils visibles et bien identifiés, tandis que les autres étaient invisibles et non identifiés? J'interrogeai la mémoire des anciens sur l'immédiate après-guerre, et il ne fallut pas chercher longtemps pour trouver un commencement de réponse à ma question. La conduite des antifascistes était réputée avoir été glorieuse, tandis que la conduite des Juifs était réputée avoir été honteuse. Si la gloire associée au combat contre les nazis était aisée à comprendre, il était par contre bien difficile de saisir pourquoi, à l'exception notable des combattants de l'insurrection du ghetto de Varsovie, les Juifs avaient mauvaise réputation. C'était, entendais-je dire, leur trop grande passivité qui en était la cause. Ils s'étaient laissés conduire à la mort comme, j'ouvre à nouveau les guillemets, des moutons à l'abattoir. De fait, je découvris un nombre impressionnant de textes publiés dès 1945 visant à réfuter cette allégation, soit en faisant valoir, en produisant l'exemple de l'insurrection du ghetto de Varsovie, qu'elle était fausse, soit en faisant valoir, avec des exemples pris dans des camps de concentration non-juifs, que ces non-juifs avaient été aussi passifs que les juifs. Les deux argumentations étaient incompatibles, mais chacune démontrait semblablement que les Juifs s'étaient conduits exactement comme les autres, aussi passivement ou aussi valeureusement, mais jamais distinctement. Du coup, je comprenais mieux pourquoi les victimes juives n'étaient pas distinguées non plus sur les monuments ou dans les expositions. J'avais quand même encore de la peine à saisir pourquoi un simple reproche de passivité pouvait être aussi lourd à porter. Pour ma génération, quand nous en parlions, il semblait bien évident que dans un rapport de force aussi inégal, nous n'aurions pas réagi autrement. Il fallut creuser davantage pour découvrir qu'en effet, il y avait encore anguille sous roche et que le reproche de passivité était un euphémisme utilisé pour éviter le terme bien plus péjoratif de lâcheté. Plus grave encore, dans certains cas, ce n'était pas de lâcheté qu'il était question, mais bien de collaboration avec les assassins, c'est-à-dire rien moins que de trahison. Souvenez-vous de ces phrases terribles rédigées par Hannah Arendt dans son Eichmann à Jérusalem. Je la cite. « Partout où il y avait des Juifs, il y avait des responsables juifs, reconnus comme tels, et ces responsables, à de très rares exceptions près, collaborèrent, d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou une autre, avec les nazis. » Cette phrase, publiée en 1963, déclencha ce qui demeure aujourd'hui et de loin la plus féroce polémique internationale jamais suscitée par la Shoah. 3 années plus tard, une autre polémique d'une grande tenue morale fut provoquée en France par le best-seller presque oublié aujourd'hui de Jean-François Steiner, Treblinka, grand prix de la résistance à l'époque, et je pense qu'il a vendu quelques 100 000 exemplaires entre le mois de mars où il est sorti et le mois d'août. La question posée par Steiner était encore celle de la trahison, mais cette fois à travers le rôle des membres des Sonderkommando, soit les malheureux contraints de rassurer les leurs jusqu'à la porte des chambres à gaz. Étaient-ils des traîtres qui payaient leur provisoire survie de leur collaboration avec les assassins de leur peuple? Nous y reviendrons tout à l'heure. Ainsi émergeait après-guerre le jugement, rarement explicité mais d'autant plus insidieux, que les victimes décédées s'étaient conduites lâchement, tandis que les victimes survivantes étaient suspectes de trahison.
On comprend mieux dans ce contexte leur effacement dans les décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondiale. On comprend mieux pourquoi Elie Wiesel pouvait feindre en 1967, à New York, de s'étonner que les Juifs pensent à l'Holocauste avec honte et faire obligation aux intellectuels juifs de le transformer en une page glorieuse de leur histoire. On comprend mieux enfin pourquoi Alain Finkielkraut pouvait encore prétendre en 1980 qu'une tâche de réhabilitation incombait à la mémoire juive dans un combat incessant contre une mémoire majoritaire hostile aux victimes. Forgée aux États-Unis, l'affirmation de l'unicité de l'Holocauste fut l'instrument de leur réhabilitation. L'événement était à ce point unique que lâcheté et trahison changeaient de signification. Dans ce contexte unique, les apparences étaient trompeuses. Ce qui ressemblait à de la trahison ou de la lâcheté n'en était pas vraiment, au contraire. La réhabilitation elle-même était bienvenue. Mais parce que l'instrument était censé être une conclusion historique et non un moyen de satisfaire une quête de reconnaissance, il provoqua deux effets pervers au moins. Le principal, ce fut la concurrence des victimes. Elle doit être classée dans la catégorie des effets pervers parce qu'elle ne fut désirée par aucun des tenants de l'unicité, même si, dès 1969, certains perçurent lucidement les risques associés à un jugement qui équivalait à une interdiction de toute comparaison entre les victimes de l'Holocauste et les autres. De façon très prévisible, il ne fallut pas longtemps pour que ces autres, catégories résiduelles, ne s'insurgent dans des termes de moins en moins polis et polissés. Un second effet pervers fut une longue stagnation du débat historique sur la Shoah. Les auteurs des innombrables pseudo-démonstrations de l'unique unicité sont déjà tous oubliés ou presque. Mais comment ici ne pas regretter que tant d'énergie ait pu être consacrée à une question qui n'a fait progresser en rien notre connaissance historique? Je m'arrête là pour le rappel des principales hypothèses de la concurrence des victimes, en omettant soigneusement, bien sûr, celles que je crois désormais erronées et sur lesquelles je reviendrai la semaine prochaine. Je voudrais maintenant en venir à ce qui est venu après la publication du livre et qui ne me semble pas avoir été de nature à falsifier mes hypothèses. L'avènement de la figure du survivant, conjointe à la réhabilitation des membres des Sonderkommando d'une part, l'extension de la concurrence aux descendants d'esclaves et des peuples colonisés d'autre part. Nous n'avons plus idée aujourd'hui de l'opprobre en lequel étaient tenus les membres des Sonderkommando. Je voudrais commencer par rappeler, à travers la relation de l'un d'eux, comment ils étaient perçus par certaines des nombreuses victimes qui savaient le sort qui les attendait dans les prétendues salles de douche. Je cite ici le rabbin Leib Langfuss. C'était à la fin de l'hiver 1943. On avait amené un convoi d'enfants seuls. Une fillette de 8 ans était en train de déshabiller son petit frère d'1 an. Un homme du Sonderkommando s'approche pour le faire. La fillette l'interpelle. « Va-t'en, assassin juif, ne mets pas ta main qui a trempé dans du sang juif sur mon joli petit frère. C'est dans mes bras qu'il mourra avec moi. » À côté se trouve un garçonnet de 7-8 ans qui s'écrie « Tu es pourtant juif, comment peux-tu emmener ces chers petits pour être gazés? Tout ça pour rester en vie? Est-ce que ta vie parmi une bande d'assassins t'est vraiment plus chère que la vie de tant de victimes juives ?» Fin de citation. Après la libération, ce jugement ne s'était guère modifié. Et en 1966, Simone de Beauvoir félicitait Steiner d'avoir posé sans atermoiement la question de la survie au prix de la trahison. En 2015, on peut considérer que leur procès était clos, avec un jugement prononcé en leur faveur. J'ai 2 arguments pour associer le fils de Saul à ce verdict favorable. Premièrement, il ignore purement et simplement la question encore brûlante en 1966. Rien dans le film ne suggère qu'un garçonnet puisse traiter les Sonderkommando d'assassins juifs. Au contraire, il focalise notre attention sur le souci d'offrir à un enfant une sépulture humaine.
Deuxièmement, il a non seulement obtenu le grand prix du jury au Festival de Cannes, mais aussi la bénédiction de Claude Lanzmann. Dès 1966, dans la polémique provoquée par le Treblinka de Steiner, Lanzmann avait déclaré son admiration pour les Sonderkommando. C'est cependant dans sa préface à la traduction des mémoires de Philippe Müller, publiée en 1980 sous le titre « 3 ans dans une chambre à gaz d'Auschwitz », que Lanzmann en érigea les membres au rang, je le cite, de nobles figures, fossoyeurs de leur peuple, héros et martyrs tout à la fois. Le fils de Saul, le film, culmine très classiquement dans la révolte du Sonderkommando en octobre 1944. Le Treblinka de Steiner terminait identiquement par l'évasion collective du Sonderkommando le 2 août 1943, quelques semaines avant le démantèlement du camp. Dans les deux cas, l'évocation de la révolte a pour fonction de remettre les choses et les gens à leur place. Les membres du Sonderkommando redeviennent à ce moment les ennemis des assassins des leurs. La révolte est rédemptrice par rapport à leur rôle antérieur. Elle prouve qu'ils n'étaient pas vraiment passés du côté des assassins, que leur complaisance était feinte. Je cite un entretien de Steiner, de Jean-François Steiner, en 1966. À Treblinka, la faiblesse, c'était de se laisser mourir, et le courage d'accepter la plus terrible complicité pour continuer à vivre. L'ultime révolte du camp montre que ce qu'on pourrait prendre pour de la lâcheté était en fait un courage indomptable. En outre, dans le film, l'évocation des photographies prises à Birkenau pour témoigner et le souci de fournir une sépulture à un enfant achèvent de convaincre les spectateurs de la justesse du jugement de Lanzmann, héros et martyr tout à la fois. Des héros et des martyrs, ce sont des individus que l'on donne en exemple. Or, comme l'avait noté Primo Levi, si toutes les victimes sont à plaindre, elles ne sont pas toutes à imiter. Donner les membres des Sonderkommando en héros, c'est ignorer délibérément un certain nombre de témoignages qui font état chez la plupart d'entre eux d'une volonté de survivre qui ne s'embarrassait plus du moindre scrupule moral. J'ai trouvé il y a peu dans les archives du Parti communiste français un dossier contenant un témoignage de ce type, est resté à ma connaissance inédit jusqu'à présent. Il concerne l'unique épisode connu de légitime défense dans le vestiaire d'une chambre à gaz à Birkenau, le meurtre du SS Joseph Schillinger le samedi 23 octobre 1943, abattu par une déportée rebelle. Je pourrais consacrer toute cette conférence à un exercice de critique des sources à propos de ce document, mais je vais me contenter de vous communiquer ma conclusion. Je pense qu'il est possible qu'ils disent vrai sans que ce ne soit certain pour autant. Son auteur est un capot communiste juif détenu à Birkenau depuis juillet 1942. Rapatrié en France, d'où il avait été déporté, il a eu des comptes à rendre à la justice et à son parti à la Libération. Dans un long plaidoyer adressé le 22 août 1945 à la commission de contrôle des cadres du parti, il fit notamment état de ses efforts pour atténuer l'antisémitisme de ses pairs polonais à Birkenau. Mais, écrivait-il, il était très difficile de combattre la vague de mépris et de manque de confiance envers les Juifs en automne 1943, après l'attitude lâche et indigne de la Aufräumungskommando et de la Sonderkommando pendant la révolte du crématorium où a été tué le Rapportführer Schillinger. Les hommes du convoi renoncèrent à la révolte sur la foi des déclarations apaisantes des détenus sur la rampe. Et lorsque la fusillade commença, les détenus de la Sonderkommando firent claquer la porte de la chambre à gaz, de sorte que ceux qui s'y trouvaient ne purent pas en sortir. Je vous laisse imaginer la scène si ce qu'il écrit est vrai. Ce n'est ni le moment ni le lieu de reprendre le débat lancé par Steiner, mais par prudence, je pense qu'il vaudrait mieux s'abstenir d'avaliser le jugement de Lanzmann avant d'en savoir plus. Par contre, nous pouvons aujourd'hui, avec la lucidité facile de la rétrospection,
trouver la matrice du détrônement des victimes dans les arguments développés à l'époque pour réhabiliter les Sonderkommando. Souvenons-nous de ce que déclarait Steiner à Treblinka: la faiblesse, c'était de se laisser mourir, et le courage d'accepter la plus terrible complicité pour continuer à vivre. Alors qu'un Primo Levi déclarait encore à la fin de son existence qu'il espérait, sans en être certain, qu'il aurait eu le courage de se suicider plutôt que d'accomplir la besogne des Sonderkommando, Steiner situait le vrai courage dans la collaboration pour survivre. Dans cette proposition, il était certes sous-entendu que la survie était justifiée par le témoignage à venir, mais du coup, les victimes redevenaient des faibles qui auraient pu, au lieu de se laisser mourir, faire preuve du vrai courage. Quant aux recrues des Sonderkommando préférant le suicide, et il y en a eu, à l'image de ces résistants préférant la mort au risque de parler sous la torture, elles étaient disqualifiées. En 1979, le penseur américain Terence Desprez fut choisi pour être le préfacier d'une réédition de la traduction américaine du Treblinka de Steiner. Desprez avait publié 3 ans plus tôt The Survivor, sous-titré « Une anatomie de la vie dans les camps de la mort », pour lequel il obtint en 1978 le National Jewish Book Award aux États-Unis. Desprez abondait dans le sens de Steiner. Vu les circonstances, la conduite des détenus ne pouvait plus être gouvernée par ce qu'il appelait dédaigneusement la vieille éthique héroïque. Il y critiquait fortement Bruno Bettelheim qui, disait-il, ne comprenait rien au sens et aux nécessités de la résistance dans les camps. Il ne s'agissait pas de mourir héroïquement, comme la jeune meurtrière de Schillinger, célébrée par Bettelheim, car son acte n'était rien d'autre, disait Desprez, qu'un vain suicide. Or, il s'agissait de survivre, et pour cela, il fallait faire semblant de collaborer. Grâce à la ruse et à l'occupation de postes à responsabilité, prétendait-il, des milliers de vies avaient pu être sauvées. Dans une conclusion aux accents nietzschéens, le livre annonçait l'avènement d'une morale nouvelle dont le survivant serait le prophète. Je ne crois pas que nous soyons devenus immoraux au sens où nous professerions désormais une antimorale. Au contraire, nous sommes très moralisateurs. Mais je pense que notre sensibilité morale a intégré comme une dure leçon des camps que les valeurs altruistes pèsent peu quand la survie individuelle est menacée. Nous ne nous faisons plus d'illusions sur notre disposition au sacrifice. C'est en ce sens que nous, un nous dont il faudrait toutefois vérifier la représentation statistique, sommes devenus ces cyniques passablement désabusés, si bien décrits par Houellebecq. Elie Wiesel avait salué ce livre. Le philosophe Emil Fackenheim s'en était largement inspiré pour élaborer, en lien avec l'unicité de l'Holocauste, le motif théologique nouveau de la sanctification de la vie. Le président Jimmy Carter avait invité Desprez à intégrer la commission chargée de concevoir ce qui est finalement devenu le musée de l'Holocauste à Washington. Si 40 ans plus tard, le film Le Fils de Saul a pu obtenir plus de 30 distinctions cinématographiques, c'est que ce message, la sanctification de la vie à travers la survie à tout prix, est bien passé dans la conscience collective. C'est désormais un lieu commun dans les pays anglo-saxons de considérer que ce qu'il y a de mieux pour une victime, c'est de devenir une ou un survivor, ou une ou un résilient, dit-on plus volontiers en français. Tant mieux si, comme le succès des ouvrages de développement personnel semble l'indiquer, cette injonction à la résilience fait sens pour de nombreuses victimes de traumatisme. La question me tarabiscote toutefois encore de savoir si le couronnement du survivant a présupposé la requalification en courage de la trahison. La généalogie sommaire à laquelle je me suis livré il y a quelques années m'incline à le penser, mais il faudrait des recherches supplémentaires pour l'affirmer. Exactement comme au sujet des Sonderkommando, l'enjeu serait d'identifier correctement le type d'humain que nous portons sur le pavois. Je m'arrête sur cette invitation à prendre le relais pour ce qui concerne la première évolution. Après avoir évoqué l'extension du domaine des victimes sanctifiées, passons maintenant à l'extension du domaine de la concurrence des victimes.
De mon point d'observation à la petite fondation Auschwitz de Bruxelles à la fin des années 80, la concurrence des victimes était récurrente et virulente, mais restait confinée au monde associatif, entourant les lieux et milieux de mémoire associés à la Seconde Guerre mondiale. Et en leur sein, c'est surtout entre les ex-déportés antifascistes et les ex-déportés raciaux que le torchon brûlait. Aux États-Unis, des descendants d'autres catégories de victimes faisaient déjà entendre leur mécontentement face à ce qu'ils ressentaient comme la monopolisation croissante de la visibilité publique par les victimes juives. Arméniens, par exemple, et surtout afro-américains, indignés qu'un événement survenu en Europe prenne davantage d'espace dans la mémoire collective américaine que l'esclavage perpétré dans le sud du pays. Songeons par exemple au roman Beloved de Toni Morrison, publié en 1987, prix Pulitzer l'année suivante. Son dédicataire en est un sujet collectif, les 60 millions et plus de victimes estimées par elle de l'esclavage. 60 millions et plus, sous-entendu, 10 fois davantage que les victimes de l'Holocauste, que l'on le tienne pour dit. En réalité, cette comparaison entre la criminalité nazie et les traites négrières n'était pas nouvelle. Elle avait été produite en France dès 1948 par Aimé Césaire. Il vaut la peine de le rappeler ici, car il est très significatif que ces propos n'eussent pas suscité la moindre polémique à l'époque. Je le cite dans une préface à une anthologie de textes de Victor Schoelcher. Que l'on se représente Auschwitz et Dachau, Ravensbrück et Mauthausen, mais le tout à l'échelle immense, celle des siècles, celle des continents, l'Amérique transformée en univers concentrationnaire, la tenue rayée imposée à toute une race, la parole donnée souverainement au capot et à la schlag. Qu'on imagine tout cela, et on comprendra que l'Allemagne nazie n'a fait qu'appliquer en petit à l'Europe ce que l'Europe occidentale a appliqué pendant des siècles aux races qui eurent l'audace ou la maladresse de se trouver sur son chemin. En 1948, les presses universitaires de France pouvaient sans autre précaution publier un texte pareil. En 1998, je pense que l'éditeur responsable eût vraisemblablement été contraint de démissionner. Retenons-en, et je suis désolé d'insister sur une telle banalité, que le contexte est capital pour la réception et donc aussi pour l'interprétation de n'importe quel propos. Écrivant vers 1948, Césaire ne visait pas à minimiser les crimes nazis et ne fut pas non plus perçu de la sorte. Le même texte publié en 1998 aurait forcément été polémique. Soulignons aussi l'absence dans le texte de Césaire des mots génocide ou crime contre l'humanité. Cela fera sens tout à l'heure. En attendant, reportons-nous début septembre 2001 à Durban. C'est entre les centaines d'ONG représentées à la conférence que se produisit, selon Pierre Azan, qui en fut témoin oculaire, un emballement victimaire consécutif à une surenchère des mémoires meurtries, écrivait-il dans son beau livre « Juger l'histoire ». À Durban, ce ne sont pas seulement les descendants d'esclaves qui revendiquent, mais ces nouveaux venus dans l'arène que sont les descendants des peuples colonisés. Le tout mêlé avec le conflit israélo-palestinien, et donc on comprend bien que s'y soit concocté un cocktail particulièrement explosif, où l'opposition à la politique israélienne a souvent dérapé et donné lieu à un antisémitisme primaire. Tels sont les constats que purent faire tous les observateurs présents. Parvenu à ce point, je me dois de vous avertir. Jusqu'à présent, je vous ai communiqué des résultats de recherche, certes toujours discutables, mais solidement étayés empiriquement. Dans l'essai de sociologie de la mouvance décoloniale qui va suivre, mes propos seront plus hypothétiques. Tout d'abord, je fais l'hypothèse que les nouveaux acteurs de la concurrence des victimes ont trouvé leurs intellectuels organiques chez nos collègues se réclamant du courant post- ou décolonial. Ensuite, je propose d'explorer l'analogie suivante. Et si la pensée décoloniale contemporaine était aux attentes de reconnaissance des minorités issues des ex-colonies, ce que la pensée de l'unique unicité fut précédemment aux attentes de reconnaissance des victimes de la Shoah.
Autrement dit, je ferai l'hypothèse que, comme dans le pseudo-débat sur l'unicité de l'Holocauste, la clé de l'intelligibilité réside dans des enjeux latents de reconnaissance plutôt que dans des enjeux de connaissance. Il ne peut, par définition, y avoir dès maintenant consensus sur ce point. Il faudra attendre quelques années encore pour en juger. Mais nous sommes assez nombreux à être frappés par le caractère grossier de la pensée décoloniale. Je prends ici l'adjectif grossier en deux sens. D'une part, c'est un peu gros de prétendre, par exemple, que la sociologie est intrinsèquement liée au colonialisme et qu'elle devrait donc révolutionner son épistémologie impérialiste pour intégrer les savoirs subalternes. D'autre part, il y a de la grossièreté quand on en arrive à voir, par exemple, une jeune femme africaine issue des élites prédatrices de son pays contester bruyamment à une collègue blanche dont la mère était femme de ménage le droit de parler de la cause féministe. C'était aussi une caractéristique des penseurs de l'unique unicité. Ils avaient beaucoup de toupet, mais leur affirmation était grossièrement exagérée. De l'existence de nombreuses singularités historiques, on ne pouvait en aucun cas déduire que l'événement Shoah échappât aux outils habituels de nos disciplines, comme le soutenaient un certain nombre d'auteurs pour lesquels l'unique unicité de l'événement rendait nécessaire une mystérieuse révolution épistémologique. J'ajouterai cependant plus explicitement aujourd'hui que même si la manière de défendre leur cause engendra de nombreux effets pervers, leur cause était juste à de nombreux points de vue. Je ne veux pas dire par là évidemment que leur thèse était vraie. Contrairement à ce qu'ils prétendaient, d'un point de vue scientifique, le judéocide peut bien sûr être comparé à d'autres événements historiques. Et comme partout ailleurs, quand elles sont bien menées, ces comparaisons produisent un surcroît d'intelligibilité bienvenu. L'unique unicité fait sens pour la mémoire, pour la discipline historique, c'est une absurdité. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais en s'évertuant à dénombrer les singularités, et elles furent nombreuses, du sort réservé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ces intellectuels ont contribué à mieux rendre visible qu'en effet les régimes différaient selon les catégories de victimes, et il était juste que ce fût reconnu. C'était juste parce que c'était vrai, et il était donc pleinement justifié que les victimes juives fussent identifiées et nommées en tant que telles. Il était juste qu'elles reçoivent, même si c'était trop tard pour beaucoup d'entre elles, leur part de reconnaissance, que leur cimetière soit entretenu et que leur récit ait droit de citer. Car, ne nous y trompons pas, s'il y eut évidemment des trahisons et des lâchetés, il y eut surtout des millions de victimes assassinées, sans avoir même eu l'opportunité de choix moraux quelconques. Se pourrait-il de même que les thèses décoloniales soient outrancières, mais que la cause sous-jacente soit juste? Tout d'abord, rappelons qu'une même cause peut être soutenue par des groupes différents pour des raisons différentes. Ainsi, par exemple, la cause décoloniale n'a pas les mêmes enjeux aux États-Unis, au Congo, et parmi les jeunes Belges issus de familles congolaises. Ce point devrait être développé davantage que je n'aurai la capacité de le faire, mais je n'ignore pas que dans certaines sociétés du Sud, je pense par exemple aux Antilles ou au Sénégal, il y a de véritables débats et que le radicalisme grossier que j'ai évoqué est souvent un phénomène diasporique. Je me souviens de discussions très riches avec mes étudiants béninois sur la complexité de l'héritage de la mémoire des traites esclavagistes au Bénin. Mais je n'ai pas les compétences requises pour aborder valablement cette diversité d'enjeux et me contente de préciser que mon hypothèse concerne seulement les jeunes Belges ou Français issus de l'immigration d'anciennes colonies. Nous sortons donc de l'espace protégé des acteurs universitaires du courant décolonial, postcolonial, pour aborder l'espace beaucoup plus vaste des acteurs du mouvement décolonial. Pour eux, je vois deux enjeux. Le premier concerne la représentation que nous avons encore de la colonisation. Je veux parler pour vous, Français, mais qu'il soit juste de corriger la vision globalement positive qu'a la plupart de mes compatriotes de la colonisation belge au Congo me semble indéniable.
domine encore une vision paternaliste, une version de racisme bon enfant qui fait l'impasse sur l'essentiel. De manière générale, c'est le point de vue du colon qui prédomine encore, et plus de 60 ans après l'indépendance, ce n'est ni normal ni acceptable. Deuxièmement, si la présence de facto de jeunes Belges d'origine congolaise dans le royaume de Belgique, est largement acceptée, elle ne l'est pas de droit. Je voudrais pouvoir quantifier mon affirmation, mais je suis convaincu qu'une partie significative de la population belge de souche estime que ses compatriotes de première ou de seconde génération sont redevables à la Belgique. Peu considèrent que leur présence est justifiée, c'est-à-dire rendue juste, par les dettes historiques contractées par la Belgique. C'est à mon sens un deuxième enjeu latent important du mouvement décolonial. Dans ma jeunesse, j'ai consacré une thèse en philosophie à la notion de responsabilité historique. Je crois toujours qu'il est moralement justifié de soutenir que nous avons des obligations spéciales héritées du passé, et je suis d'avis que sur ce point, la cause décoloniale a des arguments forts à produire. Mais si, délaissant le point de vue du moraliste, je reprends ma casquette de sociologue, plutôt que d'obligations spéciales engendrées par la responsabilité historique, je parlerai d'un capital moral, mobilisé comme atout, parfois comme joker, dans des rapports de force éclatés, des bras de fer multiples, plus ou moins horizontaux avec divers concurrents d'une part, plutôt verticaux avec les dispensateurs de reconnaissance d'autre part. Une place spéciale étant chaque fois occupée par le conflit avec le monde juif, qui est tout à la fois le frère aîné dont on s'inspire et l'usurpateur, l'obstacle à abattre. Attention, contrairement à ce que certains d'entre vous ont pu penser quand j'ai prononcé les mots de capital moral, je n'emprunte pas ce concept à Pierre Bourdieu, mais bien à une lettre du comité central du Parti communiste français aux détenus communistes, éditée en 1944, sans doute au mois de mars. Comme je prendrai le terme exactement dans la définition donnée dans cette lettre, je m'y arrête une seconde. Il s'agit d'une missive clandestine destinée à dissuader les détenus communistes des camps et prisons de Vichy de signer une allégeance à Pétain pour faciliter leur libération. Nous y reviendrons longuement la semaine prochaine, car je considère cette lettre comme un véritable condensé de la morale de l'honneur. Je n'en relève ici que les deux phrases où il est question de capital moral. Je cite la première. « À coup sûr, il est permis et recommandé de mentir à l'ennemi hitlérien et de ruser avec lui. C'est un devoir de cacher à l'ennemi du pays tout ce qui l'intéresse, mais c'en est un autre pour le combattant de la patrie de préserver sa liberté et sa vie par tout moyen licite. » Fin de la première phrase. Premier élément à souligner, il existe des moyens licites de préserver sa vie et sa liberté. La phrase présuppose donc l'existence de moyens illicites. On peut en conclure que tous les moyens ne sont pas admissibles pour sauver sa vie ou sa liberté. Nous quittons manifestement le cadre de l'éthique de la survie à tout prix que nous évoquions tout à l'heure. La signature d'une déclaration d'allégeance à Pétain n'est pas considérée ici comme une simple formalité. Elle est rangée au nombre des moyens illicites pour préserver sa vie et sa liberté. Pourquoi cela ? Lisons la seconde phrase. Agir en renégat, ce n'est pas mentir à l'ennemi hitlérien, c'est mentir à son propre passé d'honneur et de dévouement au peuple. C'est tenter d'entamer le capital moral des organisations de la résistance, de ruiner leur autorité et leur prestige. C'est se comporter en saboteur du front moral de la résistance, lequel est aussi important que le front militaire, le front de l'information, etc. Nous y voilà. Il y a un capital moral, et celui-ci s'accroît ou s'amoindrit en fonction de la conduite des membres du collectif concerné, en l'occurrence des membres détenus des organisations de la résistance. Ainsi, le reniement diminue le capital moral de la résistance, tandis qu'à l'inverse, la loyauté persévérante l'augmente.
plus cette loyauté est mise à l'épreuve sans faillir, plus le capital moral s'accumule, plus la résistance gagne de points sur le front moral, lequel n'est pas moins important que le front militaire. La loyauté est le combustible de ce mode de production de capital moral. Or, nous y reviendrons la semaine prochaine, la loyauté est la valeur centrale protégée par la morale de l'honneur. Le combustible est enrichi, comme on parle d'uranium enrichi, par l'épreuve. Mais il y a d'autres modes de production, et nous assistons depuis quelques décennies au développement d'un mode de production inédit de capital moral, précisément ce capital dont l'appropriation est l'enjeu de la concurrence des victimes. Nous pouvons utilement tenter de le spécifier, ce nouveau mode de production, au regard de modes de production plus anciens. Les deux plus classiques sont le mode héroïque et le mode martyrologique. Il y a d'abord le traditionnel capital moral du combattant, qui prouve sa loyauté en exposant sa vie pour la cause de son collectif. L'épreuve qui augmente le capital est le combat, et plus il est dangereux, plus il rapporte. C'est du capital héroïque. Il est relatif à ce que l'on fait. C'est probablement le mode de production matriciel dans l'histoire occidentale, et Achille est ici le modèle original. Il y a aussi, de longue date, du capital moral qui s'accumule par ce que l'on subit. Puisqu'il repose sur de la passivité plutôt que sur de l'activité, on peut le considérer comme du capital victimaire. Toutefois, si le seul fait de subir l'injustice ouvre un droit à réparation, il ne produit pas automatiquement du capital moral pour autant. Il suscite plutôt de la pitié. Et la pitié ne commande pas nécessairement le respect, tant s'en faut. Personne n'a envie de s'entendre dire qu'il est pitoyable. L'acquisition de ce capital moral victimaire dépend de la manière dont les victimes se comportent dans l'épreuve. Voilà qui est générateur de ce capital qui commande le respect. Les martyrs sont ici les figures exemplaires. La loyauté des martyrs s'atteste dans la souffrance endurée. Dans les deux cas, héroïsme et martyr, la conduite choisie expose sciemment à la souffrance et au risque de la mort. Puisque la conduite dans l'épreuve, combat ou persécution, est déterminante, toutes les possibilités sont ouvertes. Les éprouvés peuvent se conduire bien, mal ou ni bien ni mal. Dans ce dernier cas, ils font simplement leur devoir. Quant à celui qui renonce à s'exposer, par exemple le militant qui renie pour sauver sa vie, il voit son capital moral fondre comme neige au soleil. Le capital victimaire n'est donc pas moins fonction de la conduite des acteurs que le capital héroïque, comme d'ailleurs les victimes de la Shoah en firent la meilleure expérience. Les deux figures du héros et du martyr ne sont nullement antagoniques, et le martyr est fréquemment un héros désarmé. Par contraste, l'originalité du capital qui fait l'objet de la concurrence des victimes, c'est qu'il est indifférent à leur conduite. Il n'est pas enrichi par la loyauté dans l'épreuve, mais bien par la qualification, de préférence juridique, des crimes des bourreaux. Ainsi, le capital moral est plus élevé en cas de génocide qu'en cas de massacre, en cas de crime contre l'humanité qu'en cas de crime de guerre. Il s'ensuit une conséquence importante. Les controverses portent désormais sur la qualification de l'action des bourreaux et non plus sur la conduite des victimes. C'est la justesse ou non de l'application à l'événement de la qualification de génocide ou de crime contre l'humanité qui fait l'objet d'âpres disputes. Cela étant, que l'objet de la concurrence soit la qualification de la violence subie n'implique nullement que la victime disparaisse de la scène, bien au contraire. La victime survivante a pris la place des martyrs. Ces derniers témoignaient par leur mort de la vérité des raisons pour lesquelles elles enduraient leur calvaire. Plutôt mourir que de renier ces raisons, de vivre et de croire. Le survivant, par contre, témoigne de la mort des siens.
et son témoignage justifie sa survie. Il arrive fréquemment qu'il déclare en ressentir une certaine culpabilité, mais celle-ci n'appelle aucun retour sur sa conduite puisqu'il s'agit d'un ressenti traumatique, un complexe à la fois statistiquement normal et moralement sans objet qui affecte le survivant indépendamment de ce qu'il a pu faire ou ne pas faire durant sa victimisation. Loin d'appeler de pénibles confessions, ce ressenti atteste la réalité du traumatisme subi et le courage nécessaire pour témoigner malgré la douleur ainsi ravivée commande le respect des auditeurs. Le traumatisme évoqué avec pudeur, les cauchemars, les angoisses, les flashbacks, et le stigmate qui distingue le survivant du commun des mortels. Même quand les événements traumatisants précèdent de plusieurs générations les témoignages émus des descendants, c'est encore la confrontation à ce passé douloureux qui force l'admiration. Les descendants lointains s'exposent sciemment au trauma vicariant que les événements commémorés peuvent encore provoquer. Par ailleurs, ils sont admirables aussi dans leur lutte pour briser le silence des mémoires officielles qui nient ou minimisent les atrocités commises. Survivants et descendants, eux-mêmes survivants puisque leur père était voué à la mort, restent bien présents. La morale de l'honneur, nous y reviendrons la semaine prochaine, est une morale holiste, en ce qu'elle protège le collectif quand celui-ci est menacé par des forces ennemies. Elle commente le sacrifice de la vie des membres du collectif pour la survie du groupe. On retrouve un effet similaire de ressourcement d'identités collectives fragilisées dans la nouvelle économie du capital moral. Tu ne sais plus très bien ce que signifie être juif, mais sois assuré que les nazis le savent pour toi, et tu as intérêt à ne pas l'oublier. Là aussi, c'est à l'action des bourreaux que la rénovation du collectif, en l'occurrence un nous juif solide, est abandonnée. Les mémoires de l'esclavage et de la colonisation vont-elles de même générer des identités collectives pérennes? Est-ce possible? Est-ce déjà le cas? Est-ce souhaitable? Jusqu'à quel point les conflits mémoriels qui raidissent les acteurs sur leurs identités contribuent-ils à ces processus de restauration identitaire? Du capital moral de ce type peut-il soutenir des identités consistantes? Autant de questions que les nouvelles formes de concurrence des victimes adressent aux jeunes générations de chercheurs. C'est à elles maintenant de prendre la relève. Je vous remercie de votre attention. Et je crois que nous avons maintenant un moment. Donc, cher ami, au nom du Collège de France, et après votre exposé, je vous offre la médaille de l'établissement. Voilà, ton exposé, brillant comme il est, montre exactement où tu te situes, c'est-à-dire à mi-chemin entre l'enquête sociologique et historique et la question éthique. Ce qu'en général les historiens essayent d'échapper, c'est souvent à l'éthique en disant de toute façon, c'est le contexte, les circonstances, etc., qui expliquent. Et c'est le paradoxe de la position de l'historien qui, à la fois, se met à la place d'eux, avec la grande discussion que tu signales dans ton livre, peut-on se mettre à la place de Himmler, de Hitler, etc. Et en même temps, l'éloignement qui est pris par l'historien, par le fait même qu'il, s'il reconstitue les événements, ne les fait pas revivre. Et c'est en ça que l'historien s'oppose en quelque sorte à la mémoire. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, par exemple, assistant à un débat sur la guerre d'Algérie il y a quelques années, où il y avait pratiquement toutes les sommités françaises de l'époque sur la guerre d'Algérie, Vidal-Naquet, Benjamin Stora, l'ancien communiste René Alleg et tout. Bon, moi j'étais dans l'assistance, visiblement j'étais à côté de quelqu'un qui avait fait la guerre d'Algérie, probablement dans l'armée française, et me dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils font du Sciences Po.
Parce que lui, ce qu'il attendait, c'est qu'on lui fasse revivre ses émotions de la guerre et non pas qu'on en donne une argumentation structurée à travers les méthodologies de sciences sociales. D'où donc le paradoxe qu'à la fois l'historien se met à la place d'eux, mais en même temps s'éloigne de la position éthique qui est plutôt la tienne dans cet exposé. Alors, on pourrait parler pendant des heures de la Shoah, de l'Holocauste, parce que comme événement historique, il est soumis à des multiples niveaux, je ne vais pas dire de multiples interprétations, mais de multiples niveaux d'interprétation. Le fait même que tu me montres très bien quand tu dis que, en quelque sorte, à partir d'un moment où on le qualifie juridiquement, crime de guerre, génocide, on bascule de la victime vers le bourreau, et tout le travail des historiens d'aujourd'hui sur cette période, c'est finalement, enfin tout le travail récent, est particulièrement centré sur la question du bourreau, ce qu'on n'aurait pas pensé faisable il y a encore un certain nombre d'années. Et, alors c'est la même chose, est-ce qu'il y a la même chose, la même question entre le colonial et la Shoah? Bon, il y a eu des épisodes. D'abord, là, il faut bien rappeler que jusqu'à 1945, dans l'arsenal intellectuel, on n'a pas de mot pour désigner cela. Bon, si on peut parler d'extermination, ça existe dans le vocabulaire. Mais quand on parle de ces événements, on parle souvent de massacres. Par exemple, les Arméniens, on dit ils sont victimes des massacres. Parce que tout simplement, les concepts d'aujourd'hui, comme crime contre l'humanité, génocide, etc., ne sont pas encore apparus ou ne sont pas encore entrés. Alors qu'aujourd'hui, justement, la concurrence de victimes se situe à travers ces inculpations juridiques. Alors ça, c'est une chose. La suivante, c'est le renversement éthique qui suit la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, ou la première même à la limite, le droit de conquête, le droit de pratiquer la violence pour s'agrandir était quelque chose de normal en droit international. Jusqu'à 1914, il était légitime de faire la guerre à son voisin ou à des gens très loin pour s'emparer de leur territoire. Ce n'avait rien de choquant, juridiquement parlant, quels que soient les peuples, les civilisations, les espaces. La guerre était un fait légitime. C'est en 1917, à travers tout un processus que j'ai pu évoquer ailleurs, que brusquement la conquête devient illégale. Ce qui d'ailleurs conduira à définir dès 1919 le colonial comme quelque part illégal, ce qui se reproduira cette fois-ci directement dans les textes, dans la Charte des Nations Unies en 1945. Est-ce que l'on peut appliquer les grilles d'analyse de la Shoah sur les autres massacres? C'est toujours le même problème. Historiquement, si on construit le concept de génocide, on ne construit pas par rapport à un événement unique, mais un ensemble d'événements. C'est ce qu'a fait Lemkin lui-même. Lemkin disait, je ne parle pas de la destruction des Juifs, je n'en fais pas que d'en parler, je parle des Arméniens, je parle d'autres populations que les Juifs. Et on a eu, à travers les Holocaust Studies, un glissement progressif tout à fait intéressant vers les Genocide Studies. C'est-à-dire qu'on est parti d'un génocide pour passer aux génocides au pluriel, avec une tentative de construire des idéotypes, c'est-à-dire des fréquences d'événements qui ont pu même permettre à certains historiens de définir qu'il y a eu des séquences pré-génocidaires qui n'ont pas abouti sur un génocide. Il y a tous les signes annonciateurs d'un génocide
était là, mais il n'y a pas eu génocide parce que la conjoncture s'y est pas prêtée. Je crois que c'est Levin qui a fait la démonstration dans son livre The Meaning of Genocide que l'Ukraine en 1917 était au bord du génocide, mais il ne s'est pas produit, même s'il y a eu des terribles massacres. Donc ça c'est une question. L'autre question qui est sous-jacente entre le colonial et la Shoah, Holocauste, judéocide, c'est que la Shoah est une partie de l'histoire européenne. Elle n'est pas dans la world history du colonial. Et donc on ne peut pas mettre la Shoah en même temps que la traite négrière, que les massacres coloniaux, ou comme certains auteurs ont parlé aussi des famines coloniales, en particulier dans l'Inde britannique, mais aussi en Chine, en disant c'est la stratégie économique des coloniaux qui ont conduit à ce qu'il puisse y avoir des famines faisant des millions de morts en Inde, jusqu'à la dernière étant durant la Seconde Guerre mondiale, d'où le concept de famine coloniale. Or, ça s'est passé en quelque part à l'extérieur de l'Europe. Tandis que la Shoah, elle s'est située en Europe. Elle fait partie de l'histoire européenne et elle fait partie d'une séquence événementielle qui n'est pas liée directement au colonial, mais qui est liée à l'histoire interne de l'Europe. Et c'est un peu ça qui fait que quand on parle de racisme, on dit, bien oui, l'antisémitisme est un racisme, mais on sent très bien qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas parce qu'on n'est pas dans la même séquence entre le racisme colonial et le racisme intra-européen que représente la Shoah. Ce qui est aussi un des éléments qui marque la concurrence des victimes. Mais on voit très bien, par exemple, chez les Arméniens ou chez les Assyro-Chaldéens, comment ils ont structuré leur propre récit de leur génocide en mode parallèle de celui de la Shoah, en reprenant les argumentaires. On voit même chez des gens pour qui, par ailleurs, j'ai beaucoup d'estime, mais je considère que là, ils se plantent, de dire, bon, les jeunes Turcs étaient des darwinistes sociaux. Ceux qui ont sous code, vous voulez dire, ce sont des nazis. Moi, je ne suis pas d'accord. Que le massacre des Arméniens ait eu lieu, que le génocide ait eu lieu, ça c'est une évidence, on ne reviendra pas. Mais est-ce que c'est la même gamme explicative? Et de même, on a aussi la discussion sur la gratuité ou non de l'acte de génocide. On dira, bon, les jeunes Turcs ont pratiqué un génocide des Arméniens parce que les Arméniens étaient un danger politique pour l'Empire ottoman. Tandis qu'on dira, la Shoah ne représentait pas un danger, enfin les Juifs ne représentaient pas un danger pour l'Allemagne nazie. Mais pour les nazistes, les Juifs représentaient un danger. Si on ne se remet pas à la place des bourreaux, on ne comprend pas leurs actes. Pour eux, à la limite, le danger numéro un, ce n'était pas l'Union soviétique et ce n'était pas les États-Unis, c'était les Juifs. L'Union soviétique et les États-Unis n'était que l'expression de la puissance juive dans la vision folle qui était celle du nazisme. Et là, ça explique un des problèmes d'aujourd'hui de la concurrence des victimes, c'est que pour l'essentiel, les autres victimes sont extra-européennes, tandis que la Shoah est intra-européenne, avec une excroissance, on l'a vu aux États-Unis, où il y a, tu l'as signalé dans ton livre, pas dans ta conférence, que les descendants des Indiens disent pourquoi il y a un musée de l'Holocauste à Washington et pas un musée du massacre des Indiens. Alors, nous sommes quand même citoyens américains. Donc, l'autre dimension, c'est aussi notre façon de lire le passé. Et ça,
c'est absolument essentiel. Les combattants de la Première Guerre mondiale, sur le front de l'Ouest en tout cas, on s'est posé récemment la question, pourquoi ont-ils tenu ou comment ont-ils tenu? Là, eux, ils pouvaient se considérer comme des héros, il suffit de voir, maintenant ils ne sont plus là, mais je les ai vus, moi, jadis, ils portaient leur médaille, donc ils se sentaient héroïques. Ils n'avaient pas une grande estime pour leur chef militaire, ça c'était une question un peu compliquée, mais leur idole c'était Pétain, parce que c'était celui qui économisait le sang par rapport aux autres chefs de guerre. Mais surtout la question c'est qu'eux se sentaient des combattants et des héros, et que nous les voyons aujourd'hui comme des victimes. Et si on leur disait, on ne peut plus leur dire parce qu'ils sont partis, vous étiez des victimes, je pense qu'ils n'auraient pas accepté cette qualification. D'où la question, comment ont-ils tenu? Alors, on avait proposé 2 explications possibles. La première, la force de la discipline, et si vous protestiez un peu trop, on vous fusillait. Il y a eu quelques morts, pour l'exemple, en France, mais ça n'a rien à voir à ce qu'il y a eu sur d'autres fronts et dans d'autres armées de la Première Guerre mondiale. Ou inversement, on a dit que c'était le patriotisme qui les animait et qui fait qu'ils étaient morts pour la France et qu'ils savaient qu'ils étaient prêts à mourir pour la France. C'est une dimension probablement réelle, incontestable, mais il y avait 2 explications complémentaires. La première était la haine. Et dans les tranchées, on avait la haine de l'ennemi d'en face. Alors aujourd'hui, on essaye de nous présenter, il y a eu un peu de fraternisation dans telle ou telle tranchée. Mais c'est secondaire. Les gens tenaient à la haine de l'ennemi. Et la seconde explication était celle de survivants. Dans un combat, dans toute armée, surtout dans les guerres modernes, mais c'était valable aussi avant, vous ne pouvez survivre que par la solidarité du groupe auquel vous appartenez. Donc 10, 20, 30, 40, 50 hommes, c'est pas plus ça, c'est pas plus loin une unité militaire sur un front. Si, pour essayer de sauver votre vie, vous mettez en danger les autres, vous brisez toute la grille de solidarité qui vous a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui sur le front. Donc il était impensable de trahir, non pas une cause, mais tout simplement le petit groupe humain auquel on appartenait. Et donc ils ont tenu par le fait que la survie passait par la cohésion du groupe. Et ça, c'est une explication peut-être plus sociologique, mais ensuite on donne les autres argumentaires de la position d'héroïsme. Et puis vous pouvez ensuite avoir honte de ce qu'ils avaient fait. C'est une émission de télévision, M. Cavada, je crois que c'était dans le début des années 90, c'était à l'époque où il y avait encore quelques anciens combattants de la guerre. Et cette scène est extraordinaire, il faudrait le retrouver dans les archives de l'INA. Donc c'est un vieux monsieur qui doit avoir 98 ans. Et M. Cavada lui dit « Monsieur, en préparant l'émission, vous nous avez dit que vos mains ne vous appartenaient plus. » Et la caméra se centre sur les mains du vieux monsieur de vieillard, et on voit en effet que les mains semblent bouger d'elles-mêmes sans que d'ordre soit donné par la personne. Et le vieux monsieur regarde Cavada et lui dit « Si vous saviez, monsieur, ce qu'elles ont fait. » Bon, selon toute probabilité, c'est ce qu'on a appelé un nettoyeur de tranchées, c'est-à-dire celui qui a exécuté les prisonniers. Bon, il ne disait pas, un historien peut deviner à travers ça. Donc on voit un peu ces dimensions dans lesquelles la notion de victime et la notion de survie
peut entraîner pour la compréhension historique. De même pour les résistants. J'avais un professeur de philosophie qui était un ancien résistant et qui avait longtemps été au comité du prix de la résistance. Et puis un jour, il est parti en claquant la porte en disant « J'en ai marre, on veut toujours leur demander à ces jeunes de dire qu'on était des héros. » Bon, il était probablement un héros, enfin, en tout cas, il a mis sa vie en danger. Mais il y a un moment où on dit on cesse d'avoir envie d'être posé en héros. Bon, j'ai parlé trop, tu peux reprendre la parole, ou sinon on cède la parole à la salle. Peut-être donner la parole à la salle maintenant.